Troisième rencontre avec Zaza Poroy. Zaza Poroy, Yorana. Yorana. Zaza Poroy, la semaine dernière, tu nous as présenté Elie, ce jeune homme qui avait eu le courage de demander ta main. Raconte-moi la cérémonie du mariage. Eh ben, écoute, en fait, à l'époque, quand on se d'abord, on voulait bien se marier, mais c'est en fait les parents qui organisaient le mariage. Alors, mes parents, Famou et les parents de Elie, se sont rencontrés à la maison pour organiser le mariage. Le cocktail aura lieu à Faripiti, à la maison. Un autre cocktail chez une grande tante à lui, Madame Hinze, Maman Rourou. Quand on est sorti du temple, on est allé chez elle et ensuite, on a bu un petit peu de champagne et ensuite on est allé à la maison pour le petit cocktail. Et donc on s'est mariés. Le Tamara, si tu veux, a eu lieu au Liu Fong. Parce que le Liu Fong, c'était l'endroit, tout le monde se mariait au Liu Fong à l'époque. Et nous, on avait 200 invités. Eux, ils en avaient 100, nous aussi 100. Mais en fait, il y avait tout le tribunal, toute l'école des sœurs, les instituts, les sœurs, les religieuses. Anne-Marie va jouer. J'avouais, pardon. Oui. J'ai dit va jouer au lieu de dire j'avouais. Mais bon. Et puis, oui, mes amis, on a eu droit au Toparaïoa. On te donne les noms de mariés. Et donc, c'est monsieur Robert Chevalier qui a donné les noms. Et quel nom? Donné par Mama Ruru Hinze. On s'appelle, en fait, Tetua ite manava ite manavaru tane. Et Tetua ite manava ite manavaru veine. Ensuite, si on avait un premier enfant, s'il était un garçon, il se serait appelé et si c'est une fille, elle s'appelle d'ailleurs bon. Des noms faciles à prononcer. Tout à fait. Le temps que tu l'appelles, il a déjà disparu. Et voilà. Puis on a dansé. C'est une jolie coutume pour revenir à ces noms, parce que c'est réfléchi, c'est pensé, c'est... Exactement. C'était réfléchi par les anciens de la famille. Ah voilà, il y a le fils Aïskra qui se marie. Eh ben, c'est Mama Rourou qui, je pense, qui donnait les noms parce qu'elle était encore en vie. Mais sinon, il y avait Madame Châtaignier aussi, qui connaissait aussi les noms à donner. C'était des noms qu'on fabriquait ou c'était des noms qui existaient dans la généalogie? Oui, qui existaient dans la généalogie. Parce que Mama Shura, par exemple, Madame Norman, s'appelait Tevaine Hapouve oui. Voilà. C'était plutôt des noms de sa famille. Et en fait, quand il est allé déclarer le nom de notre fille à la mairie, il avait oublié Itua. Et donc, aussi une tradition, le premier bébé, il fallait aller voir Maman Rourou, il fallait aller voir Maman Irma pour présenter le bébé. Alors, elle me dit, alors, avez-vous bien donné le nom? J'ai dit, oui, Tevahine oui. Et là, Itua, vous avez oublié Itua. Et en fait, on avait oublié Itua dans le carnet, quoi. Et puis, on s'est renseigné pour aller rajouter le Itua, ça nous coûtait 40 000 francs. Bon, c'est bon. Et puis, on n'a jamais vraiment appelé comme ça. Certaines personnes vont dire, ça faisait pompeux de donner des noms comme ça. Non, c'était pas une histoire de... Ah non, je trouve ça impressionnant, c'est une tradition. C'est juste une tradition. Oui, c'est superbe. Et je me dis qu'il faut garder les traditions. Il faut absolument continuer à donner nos noms. Et surtout, peut-être se renseigner avec les anciens de la famille pour ne pas donner, parce que les personnes te disent, tu donnes pas ce prénom-là, parce qu'il est déjà pris par telle branche. Vous restez dans la lignée. Et quand on a eu notre première fille, donc elle s'appelait Hepoa, Tevahine, ensuite ma cadette, toujours, j'ai demandé à ma belle-mère, elle m'a dit, tu vas l'appeler, si c'est un garçon, tu l'appelleras VI, ou sinon Véro. C'était par rapport à la princesse de la grotte de Vaipoiri. Voilà, par rapport à cette histoire-là. Et donc, on a une fille, on l'appelait Véro. Après, on a quand même appelé Hinatea parce que, on avait quand même aussi le choix de donner le nom qu'on voulait. Et ma dernière fille, à l'époque, on faisait pas encore de l'échographie pour savoir si c'était une fille ou un garçon. Et donc,
je ne savais pas trop. J'avais beaucoup de prénoms de garçons. Je voulais tellement avoir un garçon. Et en fait, quand j'ai accouché, une troisième fille. Et là, je dis à Élie, tu vas aller voir maman, tu lui as lui demander un prénom de fille. Et elle nous donne, Heyoura, vous allez l'appeler Heyoura, comme moi, et comme mon ancêtre de Makatea. Donc, on lui a donné Heyoura, et moi, j'ai donné aussi le nom d'une mes grand-mères de Veirao. Elle s'appelle aussi Toimata. Voilà. Et tu vois maintenant, ma fille, quand elle vient à Makatea, et qu'elle foule le sol là où on habite, cette terre appartient à Heyoura. Tu comprends l'importance du nom. Oui. Le rattachement. Le rattachement à tes racines, à ta terre, quoi. Et je trouve que c'est important. Là, on a notre petit filleul, là, le fils de Vaya, qui va avoir un bébé. Ah, on lui dit, tu sais, tu vas l'appeler, on a choisi avec Vaya un prénom, tu vas l'appeler Pouria. Oui, mais Tati, tu lui donnes en premier le nom que tu veux, mais on exige que tu lui donnes ce prénom-là d'abord, parce que ce nom-là, ça a une histoire. C'était un oncle qui a vécu en Nouvelle-Zélande, et c'était un homme bon. Donc, on fait référence aussi à ça, hein. Alors, ok, il va l'appeler Pouria. Et parce que nous, on va l'appeler Pouria. Lui, ici, il donne le prénom qu'il veut, mais je pense que c'est important. Surtout quand on fait référence à un ancêtre, donc l'histoire, les qualités. Tout à fait. Il faut que ça reste, parce que. Ah oui, c'est important que ça reste. Tu vois, moi, je porte même pas un prénom tahitien, parce qu'à l'époque, mes parents, je crois que dans toutes les familles, n'avaient pas le droit t'avais pas le droit de porter un nom tahitien en premier. Tu pouvais le mettre en deuxième. Second, ouais. Voilà. Mais il fallait forcément avoir un prénom français. Pour l'état civil. Bon, c'était plus facile pour les secrétaires. Entre autres. Mais bon, ma maman, heureusement, elle m'a donné Elisabeth Marguerite en référence à sa mère. Mais sinon, à l'école, écoute, on avait des fêtes nat, on avait tous les prénoms du calendrier de l'époque. Ben, les parents, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme référence pour donner un nom français? Après, on a des fêtes nat, des Charlemagne, des janvier. Voilà, des janvier. Oui. Voilà. Wapo, watopate, mahana e, teite, atea, toutino, e wa, mana o vau, ia o e, o e, o ta upo e rava e. Waha, roa, roa, vau i toreo, e aha, oe, i pi mai, aue, oe te maui ui e, no te aha, oe e mata uai. Te hapira o e te ora, mai te manu i ti e, mai te manu ori haere noa, o hei ura i ti e. Wa i te toa vau i te tiare ura, o ia mau te roti, no ta umawhatu e, hei ura, wahine here hei ura. Bon, alors tu es mariée et tu es institutrice. Et je suis institutrice. Et tu deviens maman. Et je deviens maman en 74. Et tu fais toute ta carrière dans l'enseignement? Oui, en fait, j'ai quitté ensuite l'école de la mission. Je t'avais dit une petite parenthèse, Madame Flou, j'ai dit, c'est comme si tu quittais l'armée française pour aller chez les Allemands. Mais bon,
Quand je suis arrivée à Mahina, je suis arrivée à Mahina en septembre 75, j'étais dans une école, dans l'école de la CPS, dans l'autisme social. Et une différence de niveau social, en ville. À la mission, j'avais des enfants de commerçants, d'un peu de la ville, quoi. Et donc, à Farireuil, c'était des cas sociaux, des enfants surtout déracinés qui venaient d'un peu partout. J'avais des Marquisiens, des gens de Reykjavik, des Australes. C'était disons... Des cosmopolites. Cosmopolites. Mais ils étaient tellement... Pour moi, j'ai fait 10 ans de la classe à Farireuil. Pour moi, ça a été mes plus belles années. Et j'ai aimé faire la classe là-bas. Et surtout, j'ai fini dans une classe de certificat, comme ma maman. Elle a fait la classe toute sa vie, elle a fait la classe de certificat. Et j'ai terminé dans les classes de certificat. Ensuite, vous avez suivi un peu le même parcours avec Odette. J'ai un peu fait comme elle a fait, parce que je trouvais qu'elle avait elle faisait beaucoup d'enquêtes, elle sortait beaucoup avec ses élèves. Et c'est enrichissant parce qu'elle disait que ça ouvrait l'esprit des enfants. Et surtout ces enfants qui vivent dans des lotissements, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir beaucoup se promener, quoi, beaucoup sortir. C'était un apostolat et une ouverture sur le monde. Oui. Et j'ai bien aimé faire la classe là. Ensuite, j'ai fait la classe parce qu'il y avait de moins en moins d'élèves qui passaient le certificat. On est en train de commencer à fermer ces classes pour ouvrir les CJA. Donc, c'est vrai que ça a remplacé les élèves en fin primaire qui étaient en difficulté, je vais dire en échec scolaire, encore c'est un grand mot, on les mettait dans les CJA. Donc on a commencé à fermer les classes de certificat. Je suis arrivée à l'école de Noutere près du temple toujours à Mahina. J'ai fait encore quelques années de classe de certificat et après plus d'élèves. Donc j'ai quitté Mahina. En 88, je suis allée au CJA. En fait, j'étais forcément obligée d'être encore avec des adolescents. J'aimais bien les adolescents, j'aimais bien les grands. Et donc, je suis arrivée au CJA de Haroué, avec Gérard Grand comme directeur. Au début, j'ai fait Haroué et Mahina. Et après, je suis restée à Haroué jusqu'en 1995. Où j'ai pris ma retraite. Donc, j'ai travaillé avec Gérard Grand, Boris Leontiev, qui était un maire formidable parce qu'on manquait de rien. Il s'occupait bien de ces écoles. On était bien dotés, on manquait de rien. Voilà. Mais pas fini. Parce qu'après ça, j'ai pris ma retraite. On s'est lancé dans des associations. Et ensuite, Berthe Graff est venue me demander, Zaza, tu veux pas venir faire la classe chez les Mormons? Aux adultes qui ne savent ni lire ni écrire. Et me revoilà partie, donc dans... Un autre type d'enseignement. Oui, formidable aussi, avec Félicité, que tu connais certainement. Oui, Félicité le Duc. Le Duc. Il y avait donc Félicité, Dallès, Madame Jacquet. On se retrouvait à 6 ou 7 institutrices à aller faire la classe à ces groupes de personnes. Tiens-toi bien, Michel, le samedi matin, de 6h à 10h du matin. Je dis bien 6h. Hein. Ça veut dire quoi? Eh ben que le vendredi, Zaza reste à la maison pour être en forme samedi matin. Oui. Pas de sortie le vendredi soir. Pas de sortie le vendredi soir. Et 5h30 tapante, je quittais la maison, je quittais Mahina pour foncer au temple mormon juste à cheval là, entre Haroué et Pirée. Ce grand temple-là, après Nahuatl. Et quand j'arrivais, les élèves étaient déjà là. Certains venaient de Toahutu. Je me rappelle d'un monsieur qui est arrivé avec sa petite voiture. Il venait de Toahutu. 6h, ils étaient déjà là. J'avais un Didier Tarououra, Yasmina Tarououra, Max. J'avais à peu près une dizaine d'élèves. Chacun avait à peu près une dizaine d'élèves. Et une fois assis, ils bougeaient plus. On n'avait même pas le droit d'aller aux toilettes. Ils avaient tellement faim et soif d'apprendre. Ah oui, il fallait pas perdre une minute. Non, pas de minute à perdre, pas de temps à perdre. C'était terrible parce que il fallait vraiment leur apprendre à écrire et à lire. Et quand ils avaient réussi à écrire la date, tu sais, quand ils écrivaient dans le cahier, ils appuyaient tellement leur crayon que ça traversait, quoi, hein. Mais ils s'appliquaient toute leur énergie. Voilà, ils s'appliquaient et on leur faisait lire.
Mais la joie qu'ils avaient de savoir lire. Alors chez Félicité, elle commençait quand même la base. Hein. Nous, ils commençaient déjà un peu à savoir lire. Et je me rappelle d'une leçon. Alors, il faut chercher des mots où l'on entend le sens S. Alors, mon Max, whisky. J'ai dit, ok, whisky. J'écris au tableau. C'est pas un nom français. Pastis. J'ai dit, bon, écoute, on va arrêter avec l'alcool. Mais c'est rigolo parce que il trouvait les mots qui passaient par la tête. Bon, on voyait qu'on faisait la classe à des adultes, quoi. Et puis, dans le flot de nos leçons, si tu veux, il y a un moment donné, je leur parle quand même pas des difficultés, comment on appelle ça? Tu vois, une fois. Alors, il me dit, c'est toi qui nous a dit que quand c'est féminin, il y a toujours un E, et quand c'est pluriel, il y a toujours un S, les exceptions. Alors, j'écris au tableau, une fois, avec un S. Voilà. Aïe, après, le fois, oui, c'était vraiment les mots qu'il fallait souligner pour qu'ils comprennent les exceptions. Mais sinon, ça se passait bien. Et 3 ans, j'ai fait la classe avec ces adultes-là. Et au bout de 3 ans, ils savaient lire, écrire et compter? Ils écrivaient, ils lisaient, ils ont même créé des poésies. Je me souviens à un Noël qu'on avait fêté là-bas. Moi je trouvais que c'était émouvant. Très émouvant. Quelle énergie, quel appétit d'apprendre. Ouais. Et de savoir lire. Et puis, ils essayaient de dire, tu sais, si je sais pas lire, c'est parce que j'habitais loin de l'école. Mon grand-père préférait que je reste à la maison, apprendre à pêcher, plutôt que d'aller apprendre à lire. Oui. Et je parle de ce monsieur, je vais pas citer son nom, mais il était souvent, je le voyais souvent à des manifestations avec des grandes pancartes. Et moi, il parlait beaucoup, très volubile. Et quand je l'ai vu venir au cours, j'ai dit, mais tu sais pas lire? Il dit, non, je sais ce qu'il y a d'écrit dessus, mais je sais pas lire. Oui. Ça a dû être une expérience. Très enrichissante. J'ai trouvé ça formidable de faire la classe à ces personnes âgées. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des changements et puis il y a eu peut-être de moins en moins d'élèves. En fait, ça s'est arrêté. Ensuite, ça a évolué. Ouais, ça a évolué. J'ai aussi ensuite fait partie d'une équipe d'institutrices à la retraite. On s'est occupé de faire passer des tests d'évaluation aux enfants dans les écoles. On appelait ça les écoles POM. En fait, c'était des expériences linguistiques. Disons que ces écoles faisaient 5 heures de réo-maori par semaine au lieu de 2. Donc, ça commençait à la maternelle. Ils avaient appliqué ça. Certaines écoles. Donc, il y avait l'école de Farireuil, il y avait des écoles de Papra et tout ça. Et puis après, il fallait évaluer ces enfants. Donc, ça se passait. Ça avait commencé dans la section des grands. Et après, on a suivi ces enfants jusqu'au CM2 pour voir comment ça avait évolué. Oui. Si c'était vraiment intéressant qu'ils aient 5 heures de réo-maori par semaine, et quel était l'impact par rapport à ceux qui n'en faisaient pas. Et en fait, on a travaillé avec le frère de Christian Vernaudon, qui était spécialiste aussi des langues. Jean Vernaudon, le fils. Le frère de Christian et de Yolande. De Yolande. Et donc, c'était toute une organisation, mais c'était bien fait, hein. Et suite à ces 7 ans d'expérience, c'était bénéfique. Donc, c'est comme ça que, dans certaines écoles, on a appliqué les 5 heures de réo-maori. Donc on a tiré des conclusions qui étaient en faveur de... complètement. Mais il fallait aussi un personnel quand même, oui. Je veux pas dire adapté, mais des personnes qui soient assez bénévoles pour aller faire le réo-maori dans les différentes classes. Et qui parlent bien le réo-maori. Mais moi, je trouvais que quand même, je me disais, mais les instituts, vous avez bien appris l'anglais, à l'école. Vous pourriez faire aussi l'effort d'apprendre votre langue. Enfin, mais bon, après, c'est le choix de chacun. Hein. Mais je pense que maintenant, c'est bien installé. Je crois que c'est bien installé. Bien installé. Le réo-maori fait partie de la revendication identitaire forte. Et Marius, à l'époque aussi, qui était le ministre de l'Éducation, c'est aussi lui qui a facilité les choses avec Mirose Paia. Oui, qui est toujours en activité, heureusement. En activité. Je trouve que ça, en fait, nos enfants étaient peut-être
moins gêné, parce que c'est quand même le français a freiné quand même nos enfants, hein, nos enfants, nos autochtones qui parlaient que le tahitien. Et le fait de remettre le tahitien en pratique, ça les a peut-être plus, ça les a plus épanouis, on va dire. Ouverts. Tes filles parlent tahitien? Mes filles, Oui. ça va. Mes motois, elles chantent en tahitien. Bon, bah, c'est déjà un début. C'est déjà bien. Voilà, comprennent quelques mots. C'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Elle parle anglais, mais bon, voilà. Mais à ce souci linguistique, tu as ajouté un autre souci, un autre plaisir, je dirais. Elie et toi, vous avez fait partie de nombreuses associations et je découvre que tu étais à Meitia, que tu étais avec des archéologues, avec... Comment ça s'est passé Alors, Meitia, s'il fallait que je revienne à la genèse, en fait, ça a commencé avec l'association Te Rauatiati. Te Rauatiati, c'est une association de chasseurs, randonneurs, amoureux de la nature, qui a été créée en 87 à l'initiative de Monsieur G, que tu connais. Oui, Henri G. Voilà. Fils de Maurice, qui avait fait des émissions extraordinaires autrefois. Et oui, et qui a... une connaissance de la montagne et des vallées qui était unique. Unique. Et son fils, Henri, connaît à marcher sur les mêmes pas. Chaque pointe, chaque sommet, chaque rivière, chaque vallée. Un homme formidable. Hein? Et donc, ça a commencé comme ça. On a fait partie de cette association. Ensuite, en 87, l'association s'est montée. Et donc, avec Elie comme chasseur, on va dire des chasseurs, il y avait Marc Alain, Christian Malinowski, la famille Dauphin, la famille de Ito Dauphin, qui était infirmier à Malardé, je crois. D'autres, disons, chasseurs de la Papineau, des bons aussi, et puis des personnes de la famille d'Henri, qui étaient des chasseurs émérites, quoi, hein, qui connaissaient bien la Papineau. On a commencé comme ça. Ensuite, on a fait... Donc, vous aviez des sorties à la Papineau, vous alliez... dans la Papineau. Et justement, en parlant de la Papineau, en 80, on avait fait une sortie. On était allé dans la grotte de Poufou, la grotte Malardé, c'est la même. Et Elie et Monsieur Ferrand, avec qui on est un chasseur aussi, ils nous disent, n'amenez rien à manger. Vous inquiétez pas, on va trouver ce qu'il faut à Outa. OK. Et il n'y avait pas encore la route elle n'était pas encore ouverte comme maintenant, hein, à Papineau. Donc, on est allé avec une petite Suzuki, une toute petite Suzuki, on a embarqué nos petites affaires, notre linge et tout, parti à l'aventure. Et arrivé à Outa, premier jour, ils ont eu 2 nattos et 4 chevrettes. J'avais juste un petit peu de beurre et du pain. Eh bien, on a dîné de ces petits nattos et de ces petites chevrettes le premier soir. J'ai jamais autant apprécié le pain sec parce qu'il y a tout à manger. Mais bon, dans la nuit, Jean-Jacques est allé à la chasse, il est revenu avec un cochon. Et le lendemain, là, j'ai vu comment il faisait pour nettoyer un cochon en montagne. Il n'y a rien, il n'y a pas de farima. Et c'est là que je les ai vus, Elie et lui, faire un feu, mettre du mahapapé sur le feu. C'est de l'herbe, le mahapapé, c'est de l'herbe. Oui, de l'herbe, mais pleine d'eau, hein. Oui. Et donc, poser le cochon sur cette vapeur, on va dire, hein, qui sortait de ce feu-là, et ils ont nettoyé, ils ont inaïna le cochon, hein, c'est ça. Hein? Ils ont gratté la peau. La peau. Écoute, formidable, le cochon était propre. Ensuite,
Ils l'ont découpé en morceaux et ils ont refait un hima. Non, je crois qu'il avait eu un deuxième cochon. Ils ont refait un hima, couper les bambous. Quel travail, couper les bambous. Cuire d'abord une première fois les cochons, grosso modo, là, sur le feu, recouvrir avec de la broussaille, et puis je sais plus s'ils avaient un sac ou une bâche. Ensuite, une fois que ce cochon est cuit une première fois, on le redécoupe en petits morceaux, et là, on le met dans les bambous. Et on remet encore ces bambous À chauffer, à cuire. à cuire. Et on avait gardé un morceau pour que je le fasse au vin. Parce qu'il y avait du vin. Je crois que j'avais amené un oignon et 2 petites carottes. Et on a fait notre cochon au vin dans des espèces de petits récipients métalliques sur des petits des toutes petites, c'est même pas des gazinières, c'est juste des bonbonnes de gaz sur laquelle on avait adapté un petit réchaud. Un petit réchaud. Et ça a mijoté 2 heures. On a attendu, mais alors qu'est-ce qu'on s'est régalé de ce cochon au vin et le riz cuit dans du bambou sur le feu. Il avait mis le riz, de l'eau, dans un bambou, au moins d'une 50aine de centimètres, et puis il a posé sur le feu et le riz a cuit comme ça. Formidable. Hein? Et par contre, ce qui a été plus dur, c'était le retour avec ces dizaines de hauts faits sur le dos. Il fallait marcher, je sais pas combien de kilomètres pour arriver à la voiture. Je peux te dire que ces hauts faits, on les a gardés égoïstement. Oui. Voilà. Tu étais apprécié parce que c'est toi qui faisais la cuisine dans toutes ces sorties. Et oui, c'est vrai. Mais en fait, après, on a continué. Ensuite, on a fait des sorties sur Laurey. Ils sont à l'origine des 2 refuges à Laurey, à Papineau aussi. Je remercie encore Jackie Drolet, qui était ministre de l'Environnement à l'époque, grâce à qui on a les fonds pour faire ces 2 fameux refuges. Il est aussi à l'origine des refuges de la Papineau, celle de Tefaïti, une à l'entrée de la vallée et une carrément au fond de la vallée. Donc, c'est toujours l'association Te Rau Ati Ati qui a construit ces refuges. Tu étais une bonne marcheuse alors. Ça va, oui. C'est surtout, j'étais obligée de suivre Elie. Alors, j'ai vu aussi que chez eux, quand ils te disent, il nous reste, c'est pas loin. On est bientôt arrivé. Ça veut dire qu'on a encore quelques bons kilomètres à marcher. Encore oui, tout à fait. Parcourir. On n'a pas les mêmes appréciations. La même évaluation. Voilà, les évaluations du temps. Ensuite, toujours avec Te Rau Ati Ati, donc on a été aussi à l'origine de l'entretien des sentiers et l'entretien des refuges de Laurey. Parce que, tu as dû savoir que beaucoup de monde montait à Laurey. Oui. Malheureusement, ils montaient avec leurs aliments, ils laissaient leur boîte et tout ça, oui. Voilà. Et donc, régulièrement, l'association envoyait une équipe en hélicoptère jusqu'au refuge qui est à Fareata. Et donc, on passait 2 nuits là-haut. Et moi, j'étais chargée de faire à manger, quoi. On faisait à manger là-haut pour les jeunes travailleurs. Souvent, c'était des élèves de frère Maxime. Sinon, c'était des gens de la Punaru, ici. Ah oui. Qui faisaient partie aussi de notre association. Donc, avec tout ça, disons que Te Rau Ati Ati, c'est pas une association on va dire, on a à peine une vingtaine, une trentaine d'adhérents. Mais avec les familles, quand on faisait des repas, donc toute la famille, les familles. C'est doublé au moins. Voilà. Mais c'était en fait une petite association quand même assez fermée. C'est peut-être plus facile à gérer aussi. On se connaissait bien et voilà. On avait mis en place un repas de fin d'année où on mangeait du pain fait dans un hima avec du cochon sauvage évidemment. Et ça se passait toujours chez Henri G. Et Henri G est déjà un habitué de Mehetia, hein. Il y allait déjà souvent avec. Il y a rencontré aussi ce fameux monsieur Terry qui vivait là-bas. Et donc ils y allaient pour chasser, ramener il y avait des cochons, beaucoup de chèvres. Même on va dire que il y en avait tellement qu'en fait les chèvres elles détruisent, elles broutent. Oui. Tout est détruit à 1 mètre du sol, hein. Elles grignotent tout. Et donc, quand on est allé la première fois,
en 2008. Alors c'est déjà une sacrée expédition. Il faut y aller avec déjà tant d'eau d'eau, ce qu'il faut pour dormir, il faut du matériel. Voilà, le matériel. Il faut des porteurs. De l'eau et de l'eau. Et de l'eau, oui. De l'eau et à manger. Mais pour le manger, jamais s'inquiéter parce qu'avec Henri, tu sais qu'il a dans sa propriété, il a des filles, des tarots, enfin, il a tout ce qu'il faut. Donc on était bien nantis en victuailles, quoi, si tu veux. Amener ce qu'il fallait pour le café. Et on allait donc jusqu'à Tiopo, où on prenait un petit hopu. Plus qu'un week-end de chasse, à Zaporoj, c'était une véritable expédition scientifique avec ornithologues, archéologues, botanistes et autres spécialistes. En fait, la première fois où on est allé, on était à 12 personnes. Il y avait dans l'équipe un archéologue en la personne de Paul Niva, un spécialiste des plantes. Je ne sais plus s'il y avait Jean-Yves Meyer aussi, des Américains, spécialistes des insectes, Brad spécialiste des insectes, David, spécialiste je sais plus si c'est des coquillages, enfin, des spécialistes et des chercheurs, on va dire ça. Ah oui, vous étiez une équipe... ouais, d'érudits. Et moi, Zaza, j'étais chargée de faire la popote, Et tu écoutais les conversations, tu écoutais tout, tu participais. Tellement enrichissant avec Henri, il connaît tellement de choses. Tu étais privilégié, là, tu étais aux premières loges. Tout à fait. Et surtout vivre avec, on va dire, ce qu'il y a sur l'île. Hein. Parce que le bateau, le petit hopu, il te dépose. Et puis c'est encore une autre paire de manches pour arriver sur l'île parce que tu débarques sur une plage de rochers. Donc, là, tu parles de Meitia. De Meitia. Avec un petit cow. Alors, c'était le champion du cow, c'était Anapa, Alain. C'est lui qui guidait, qui nous a amenés jusqu'à Tatey. Après, t'as une équipe qui attrape le bateau, faut descendre les affaires. C'est sportif, hein. Après, faire monter le campement. Alors, on privilégie toujours le coin cuisine, évidemment, où, en fait, on trouvait toujours des petits coins à abriter. Avec des pharas, hein, qui nous protégeaient de la pluie. Eh ben, tu vois, on va dire 15 ans après, il y a plus de tous ces arbres-là. Ils ont tous disparu parce que d'abord, à cause peut-être du temps, du vent, et surtout des chèvres qui mangent tout, qui mangent tout. Les cocotiers ne peuvent pas se reproduire parce que à peine un coco tombé, à peine germé, les chèvres... La chèvre vient déjà brouter. Voilà. Mais c'est une île... Mais qui appartenait à un particulier, mais qui appartenait à... En fait, une partie avait été, je crois, achetée par ce monsieur Terry, mais sinon, l'île elle-même, elle appartient à au moins une quarantaine de propriétaires. J'ai appris que le cratère de Meitia, qui s'appelle Teumu Mahutere, qui veut dire le four qui, on va dire, qui fume lentement,
appartenait à Bimbo, notre chanteur. pareil, Là, voilà. J'avais rencontré sa fille. Elle me disait, le cratère nous appartient. Et après, bon, il y a d'autres propriétaires. Il y a des Pomotou qui sont propriétaires aussi là-bas, la famille Snow. Fabienne Snow, que tu as connue aussi. Oui. Donc, elle était aussi propriétaire. Et puis, voilà. Et en fait, Henri, à l'époque, il voulait acheter l'île, s'associer avec Élie et tous les autres chasseurs. Ça coûtait quand même un petit paquet de millions. Tellement il était fou de cette île-là. Et puis bon, on n'a jamais réussi vraiment à acheter, parce que c'est pas évident, il y a des propriétaires, et puis voilà, je vais peut-être parler d'histoire de succession. Mais chasser les chèvres est aussi passionnant que chasser le cochon sauvage. Ce qui était formidable, c'est que tous les jours on disait, alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Allez, on va manger de la chèvre. Donc, je préparais de la chèvre au curry. Après, le lendemain, du cochon. Cochon au vin. Allez, cochon au vin. Cochon à sauce huître. Après, du poisson, parce qu'il y a aussi du poisson. Écoute, on n'a jamais manqué de viande, quoi. Après, t'as les cavets, mais bon, les cavets, ils sont tellement gros qu'ils font plus pitié, t'as pas envie de les toucher, ils sont tellement énormes. Et on n'a jamais manqué d'eau non plus. Parce qu'en fait, il pleuvait la nuit, et puis donc, on recueillait l'eau dans des bâches. Ouais. Voilà. Et puis, on avait amené de l'eau aussi, hein. Et ce qui est amusant, c'est que quand on s'en allait, on enterrait nos bidons d'eau. On enterrait pour la prochaine fois. Parce qu'en fait, quand on a commencé à aller en 2008, moi, à 10 ans, après, on est allé tous les ans. À chaque fois, on allait, puis on allait, on retrouvait notre eau. Bon, ça servait à la vaisselle. Et vous dormiez comment? À la belle étoile, avec des tentes, avec des... On dormait d'abord au début sous une tente, et puis à même le sol, hein, dans un sac de couchage. Les réveils étaient difficiles, hein, on avait mal au dos. Ouais. La deuxième fois, on s'est acheté des lits picots. Oui, ça c'était mieux déjà, c'était plus confortable. Et puis des tentes, on avait réussi à avoir des tentes, des quechua, où c'était déjà un peu plus confortable. Et plus on allait, plus on améliorait notre... Mais à chaque fois, quand on pouvait, on allait avec une équipe de chercheurs. En parlant de chercheurs, ma petite fille, elle me dit, Mimi, pourquoi vous allez toujours avec des chercheurs? Vous allez à Tayaro avec des chercheurs. Mais vous pouvez pas aller avec des trouveurs, ça m'a fait rire. Oui. Avec des chercheurs, ça faisait pompeux, quoi, de dire qu'on allait avec des chercheurs. Et toujours en parlant de chercheurs, avec Élie, il avait aussi des amis qui étaient spécialistes des oiseaux. Monsieur Thibault. Oui, qui a écrit un petit livre. Voilà. Sur les oiseaux de Tahiti. Alors, là, j'ai pas pu y aller, mais lui, il est allé aux Marquises. Il est allé, à Eyo, avec ses fameux spécialistes. Il a vécu des choses extraordinaires aussi à Eyo. Et Yao, qui était le terrain de prédilection de Michel Charleux. Voilà. Je crois que tu as connu, hein. Ouais. Michel Charleux, oui, qui passait tout seul des semaines et des semaines, et qui est mort maintenant, oui. Mais c'était une ouverture sur un autre monde, à la fois pratique, scientifique. Vous avez découvert des choses, des marais. Énormément de marais, des pierres. On trouvait des herminettes, en fait des bouts d'herminettes, hein, parce que en fait on a découvert que Mehetia servait d'atelier et surtout de réserve de pierres pour les gens de Anna qui venaient faire sculpter leurs outils, quoi. Il y a un endroit où il y a une carrière. Voilà, une carrière, et c'est plein d'éclats. Tu vois, qui venaient. Donc on sait que ça a été utilisé pour fabrication de... C'est drôle, cette île, elle te prend, hein, je sais pas, elle est magique, elle te prend au trip. Oui, elle a un mana particulier. Ouais. Et bon, c'est plein de tombes aussi. Des gens ont habité là pendant des années. Et puis, je crois qu'ils sont partis parce qu'il y avait plus d'eau. Et on a fait plusieurs sorties, je crois 6 ou 7 sorties. Après, on y allait régulièrement. Quand on pouvait, une fois, on a amené l'équipe de TNTV, qui a fait un film d'ailleurs sur Mehetia, avec Jean-Yves Meyer, une spécialiste des oiseaux. Et Henri continue à y aller, hein. Il y va toujours. Il y va toujours. C'est un fou de Mehetia. Il aime Mehetia.
Et toi, ça te permettait de remonter dans le temps de l'histoire de ces îles avec les archéologues qui devaient expliquer leurs hypothèses, leurs... Intéressant, parce que le soir, bon, on se permettait quand même le petit apéro, un petit Ah vin. ben oui. Et Ce qui suppose que vous aviez de bons porteurs pour porter les bagages. oui, et porter le travailleur de Henri toujours, tu vois. Et sinon, nous tous on portait, hein, c'était comme ça. Hein. Oui. Et c'était surtout ce privilège d'être tout seul sur une île, un plaisir presque égoïste on passait, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, je regarde juste la mer, les vagues. C'est spécial, t'as des hauts fonds. Et quand tu plonges dans l'eau, il y a des bulles qui sortent du fond marin, quoi. Alors, on a dit que, en fait, elle pouvait pas qu'elle se réveillerait, mais des fois, il y a des fumerolles. Tu vois, c'est chargé de mystère, hein. Mais tiens, c'est quand même un ancien volcan. Oui, c'est un ancien volcan. Et mais tiens, de Papeete, vous mettez combien de temps en bateau? De Teopo. De Teopo, vous partez. De Teopo, 6 heures. 6 heures de bateau. Et c'est la seule île que vous avez fréquentée si régulièrement? Oui. Et en fait, on l'a découverte ensemble, qu'en fait, on est allé avec Henri. Mais elle est exceptionnelle. D'abord, elle est faite que de scories. Hein. Il y a un endroit où, on appelle cet endroit la coulée. En fait, c'est que des roches volcaniques, quoi. Oui. Dangereux. D'ailleurs, il y a eu un accident, hein. Une fois, il y a eu une personne un militaire, je crois, qui a glissé, qui a trouvé la mort à cet endroit-là. Et alors, à quelle époque se situe Makatea? Parce que là, tu es Meitia, tu es un peu partout. Et Makatea apparaît quand dans votre vie? Alors, Makatea, pour moi, hein, lui, bon, il y est né. Il est retourné plusieurs fois, toujours il avec... Il est né à Makatea. Oui, il y est né à Makatea, ses frères et sœurs aussi. Et on est retourné il est retourné plusieurs fois avec des chercheurs d'ailleurs, avec des spécialistes des escargots, des oiseaux, à Makatea. Il est resté dans une pension. Déjà en 2000, même avant 2000. Hein. Moi, je suis allée en 2002 exactement. Pour la première fois? Pour la première fois parce que Marguerite Lai, qui était à Hawaï, elle assiste à une réunion avec les Hawaïens et on dit là ils disent qu'on va ramener tous les ossements des gens que les chercheurs de l'époque avaient prélevés dans différentes îles du Pacifique, aller les ramener à Hawaï et de Hawaï dispatcher ensuite, surtout en Polynésie, voilà. Et donc, elle s'est retrouvée au musée avec les Hawaïens qui ont ressorti tout ce qu'il y avait au Bishop et ont ressorti les ossements, ont mis dans des paniers, on fait ça comme il faut, hein. Et ces paniers dans des caisses et ensuite il fallait redistribuer dans leur lieu d'origine, supposé d'origine. La ministre de la Culture à l'époque, c'était Madame Pelzer. Voilà. Et donc, avec Annie Queruli, on a monté une association qui s'appelait Tupuna Teora, avec Marguerite Lai et puis Muyata Galnon, voilà. Déjà des personnes qui étaient assez proches. Marie-Hélène probablement. Marie-Hélène, exactement. Et assez proches de toutes ces petites choses-là. Et donc, il a fallu ramener des ossements à Makatea. Ah. Donc, pour aller à Makatea, c'est pas aller comme aller à Paia, hein. Il faut prendre le bateau. Quel bateau? Le Marivanui. Et donc, nous étions 6, à savoir, Annie Queruli, Wani Frogier, Marguerite Lai, Moetu Bord, Nfi Ferron et moi-même. On a pris le bateau et on est allé avec nos fameux cartons qui, soi-disant, contenaient les ossements qui ont été prélevés à Makatea. Alors, pour ça, il fallait appeler une tante à lui. Elle disait, ah, vous savez, si ces eaux-là ne sont pas de Makatea, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes. Hein. Il faut être sûr que ça vient de Makatea. Oh là là. Bon. Et puis, en fait, elle donnait la permission d'y aller. On prend le bateau, la mer démontée. On a voyagé, je me souviens que Marguerite était malade. On arrive tant bien que mal, après quand même au moins 20 heures de voyage. On arrive à Makatea et on se lève le matin, une mer d'huile. Voilà.
autant la nuit avait été agitée, les caisses, j'étais obligée de les tenir, parce que j'avais peur qu'elles tombent. On avait des couchettes, hein. Et on arrive donc à Makatea, calme plat. On descend et Julien May est là, hein, il est maire de l'île. Et il y a Camélia aussi, Camélia Marakai. Oui. Il fait partie aussi de... Oui, parce qu'elle est originaire de Aussi. Makatea. Elle a Donc, fait son diplôme sur Makatea. Voilà. Donc, il y avait déjà du monde qui nous attendait. On est descendu avec nos 6 espèces de cartons. Et on les a déposés la nuit. Le maire a demandé à ce qu'on les laisse à la mairie. Et on ferait une veillée, comme si que c'était une veillée pour une personne décédée, quoi. Hein. Oui. Le village était là. On a fait le pourira. Il y avait le pasteur Norman, le pasteur Sanito, il était là aussi. Et le lendemain, on a envoyé les ossements. On les a regroupés dans Julien avait fait une petite tombe, tout en ciment, et on a mis les fameux cartons là-dedans. Il y avait aussi un groupe de Temarama, piloté par Monsieur Kelly. Hein, il a amené aussi des jeunes là-bas Oui. pour s'imprégner un peu de Makatea. Et donc, on a fait la cérémonie. C'est amusant parce que juste avant la cérémonie, il pleuvait quand on a mis les boîtes en terre. C'est un bon signe. Ah oui, c'est un bon signe. Et puis après, ça s'est calmé. On a fait la prière, on a refermé. On a passé, parce que le bateau qui nous a déposés fait sa tournée. Et ensuite, il est revenu nous chercher au bout de 6 jours. Donc, on a passé 6 jours à Makatea. Et tu vois, Michel, le lendemain, on était sur la plage, à Témoin. Ah oui, et la dame en question avait dit à Eddie, si jamais c'est pas de Makatea, vous aurez des problèmes, enfin. Et puis sinon, il y aura un signe qui va dire que c'est bien de Makatea. Bon. Donc, le lendemain matin, on va à Témoin. On est sur le récif avec Marguerite. Et je suis en train d'attacher mon appât sur mon hameçon et je l'entends hurler. Zaza, regarde. Et qu'est-ce qu'on voit? Une baleine qui saute là, comme ça. C'est un bon signe, ça. Écoute, le jour même, on est monté au village. Et comme on n'avait pas encore les vinis, mais il y avait la cabine téléphonique. On a appelé Élie. J'ai dit à Élie, écoute, là, ce matin, la baleine, elle a sauté devant nous. Et puis, elle a fait le tour de Makatea. Il me dit, j'appelle maman Nina. En fait, c'était le signe que c'était bien. Que c'est bien des habitants de Makatea. Voilà. Quand on ramenait les ossements. Ouais. Et les oiseaux de mer qui tournoyaient, tu vois, c'est... Ah oui, il y avait tout un ensemble de signes. Ouais. Ça devait être prenant. Tout à fait. Nous ne quittons pas Makatea, Zaza Poroy. Nous y retournerons la semaine prochaine, car tu y passes désormais une grande partie de ton temps avec Ellie, bien sûr. À samedi, Zaza, et merci à Touiva Lambert qui a réalisé cette émission.